exceptionnellement, cette présentation a lieu dans le cadre de trois meet-up en même temps. TensorFlow User Group à Rennes. Donc ça, c'est un meet-up que j'ai créé il y a longtemps et qui a pour vocation de présenter des travaux faits avec TensorFlow, donc le framework de deep learning un peu concurrent de PyTorch. Le deuxième meet-up, c'est Machine Learning Rennes. C'est un meet-up qui est important, qui regroupe 1400 personnes, mais qui est en stand-by. Donc, c'est un des premiers événements depuis plusieurs mois. Et puis, un meet-up de Nice qui s'appelle Generative AI, qui, lui, est dédié à l'intelligence artificielle générative et que j'ai créé aussi il y a peu de temps, j'ai créé il y a 2 mois, je crois. J'ai créé ce meet-up-là parce que je vais passer une partie de mon temps entre Rennes et Nice et j'aime bien habituellement que les meet-ups se fassent sur place, mais exceptionnellement aujourd'hui, ce sera en ligne. Donc ce meet-up est organisé par moi dans le cadre de ma société Backprop, qui est une société de formation, de conseil en intelligence artificielle. Alors, pourquoi cet événement? Parce que vous n'êtes pas sans savoir que les Large Language Models c'est un sujet évidemment très important aujourd'hui, mais les Large Language Models, c'est un thème évidemment très important dans le domaine de l'intelligence artificielle, mais ce qu'on voit apparaître de plus en plus, ce sont des Large Language Models qui sont spécifiques à des domaines, spécifiques à des métiers. Et comment on arrive à faire ça? Eh bien, entre autres, en faisant du fine-tuning. Et il se trouve qu'en me renseignant sur le sujet depuis quelques mois, j'ai vu des travaux menés par Maxime dans différents domaines. Et j'ai essayé ce qu'il faisait et j'ai trouvé que c'était de très très bonne qualité. J'ai aussi assisté à ses conférences que j'ai trouvées exceptionnelles. Et donc, je lui ai proposé de venir présenter ses travaux dans le cadre de notre meet-up. Et il a accepté de façon très sympa de nous présenter le fine-tuning. Et donc, je vais lui laisser la main pour qu'il vous explique ce qu'il en est. Mais auparavant, j'aurais peut-être 2-3 questions à Maxime. Tu travailles chez JP Morgan, qui est une banque. Et que fait quelqu'un expert des Large Language Models chez JP Morgan? Ok, merci beaucoup pour l'introduction. Oui, c'est une bonne question en effet. À quoi servent les LLM à JP Morgan? Alors, je peux pas trop en parler malheureusement sur ce que je fais actuellement, mais j'ai publié un papier notamment pour faire de la détection d'emails de spam. Ça, c'est public. Et plus récemment, j'ai des collègues qui ont travaillé sur quelque chose qui s'appelle DocLLM. Vous en avez peut-être entendu parler si vous suivez le sujet. Et voilà, c'est pour reconnaître du texte sur des choses comme des tickets, des documents avec le texte et aussi le côté spatial. Donc voilà, il y a pas mal d'applications à travers toute la banque, que ce soit pour la partie banque d'investissement, mais aussi la partie plus technologie et infrastructure de la banque. C'est un peu partout maintenant. D'accord. Et tu parlais de DocLLM, je pensais que c'était Microsoft qui était à l'origine de ces travaux. C'est pas le cas? Non, c'est bien JP Morgan qui est là. Je peux envoyer le lien du papier de mes collègues si vous êtes intéressé. Oui. Voilà. Et donc, j'ai une autre question, avant de te laisser la main. Pour mener les travaux que tu fais, qui sont quand même, que je considère assez conséquents, il faut disposer d'infrastructures, j'imagine. Et je voulais savoir dans quel environnement tu travailles habituellement? Oui, alors je fais partie des GPU Poor, donc j'ai pas 1000
GPU qui traînent dans un cluster que je peux utiliser tout le temps. Donc, ce que j'utilise le plus souvent, ce sont des GPU dans le cloud qu'on peut louer de manière très peu chère. Donc, c'est très efficace. Celui que j'utilise le plus, c'est RunPod. Je ne suis pas affilié, mais c'est celui que j'utilise le plus. Et ça permet de faire quand même pas mal de choses avec des techniques qui sont vraiment efficaces pour faire du fine-tuning. Et c'est ce qu'on va voir dans cette présentation, comment faire du fine-tuning avec un budget restreint, je dirais. D'accord. OK, bah, écoute, je te laisse la main. Hein, je vais arrêter mon partage. Très bien. Alors, moi, je vais commencer à partager ma fenêtre. Ça marche. Alors, donc, petite présentation sur le Supervised Fine-Tuning. Et ce qu'on va voir ici, c'est pour fine-tuner le modèle Mistral 7B. Donc, c'est un modèle qui est très populaire dans la communauté open source. Pourquoi il est si populaire? C'est parce qu'il fonctionne très, très bien. C'est un très bon modèle. Il est relativement petit. Du coup, on peut le faire tourner sur pas mal de configurations. Et ce qui est vraiment utile à ce niveau, c'est que il permet de faire des choses qui sont vraiment qualitatives pour peu cher. Donc, c'est un très bon rapport qualité-prix quelque part de ce qu'on peut faire avec ce genre de modèle. Donc ici, ce que je vous propose, c'est de voir comment on va le fine-tuner en utilisant une technique qui est vraiment efficace pour faire ça, qui s'appelle QLoRa. Et on va parler en général de comment on fine-tune ces modèles. Donc, c'est pas juste limité à Mistral 7B, même si le meilleur en ce moment, ça peut être extrapolé à d'autres modèles. Donc, l'idée, c'est que la première étape, quand on a ces large language models, c'est qu'ils sont pré-entraînés. Donc, on a une architecture qui est l'architecture basée sur du transformer. Ici, on est sur une architecture qui est vraiment très similaire à ce qu'on trouve chez GPT-4. Donc, c'est seulement des blocs de décodeurs. Et les modèles sont entraînés pour prédire le prochain token. Un token, c'est un mot ou un sous-mot. Et l'idée, c'est de les entraîner à, comme ça, apprendre à prédire le prochain token. Et ça les rend forts pour comprendre le langage humain. Donc ça, c'est la première étape, c'est l'étape de pré-entraînement. L'étape de pré-entraînement, c'est quelque chose qui est extrêmement coûteux et qui demande énormément de données, qui demande énormément de GPU. Et ça, il y a assez peu d'entreprises dans le monde qui peuvent se le permettre. Donc, il y a évidemment OpenAI avec GPT qui fait ça vraiment at scale. On a eu l'année dernière Meta qui s'est mis à sortir le modèle Llama en open source. Et ça a été une vraie révolution pour la communauté open source qui a enfin eu des modèles pré-entraînés très, très qualitatifs sur lesquels on peut bâtir des choses. Et donc, dans cette présentation, ce qu'on va faire, on va bâtir quelque chose par-dessus puisqu'on va prendre ce modèle pré-entraîné et on va le fine-tuner pour le rendre plus efficace sur un corpus de texte qu'on aura nous-mêmes créé. Et ensuite, après cette étape de fine-tuning, il y a encore une autre étape qui est possible. C'est ce qu'on appelle l'alignement de préférence, Preference Alignment, ou alors Reinforcement Learning from Human Feedback, ou RLHF. Mais ça, c'est un peu en dehors du scope de cette présentation. Donc, dans notre cas, pourquoi faire du fine-tuning? Donc, l'idée, c'est de dire le modèle est pré-entraîné sur un corpus de texte, mais peut-être qu'on a envie de le rendre meilleur sur quelque chose de particulier. Et quelque chose de particulier, ça peut être, par exemple, le rendre fort pour de l'analyse médicale. Et si on veut le rendre fort pour de l'analyse médicale, eh ben, on va lui donner un corpus de données médicales pour l'améliorer dessus. On peut faire quelque chose de plus général, ou plus généraliste aussi. On peut juste l'entraîner sur un excellent corpus de texte qui est une bonne représentation de comment on aimerait utiliser ce modèle. Et c'est ce que les gens ont fait en open source. Un exemple vraiment parlant de ça, c'est l'OpenLLM Leaderboard. L'OpenLLM Leaderboard, c'est donc ce classement qu'on peut voir sur Hugging Face. Et si on regarde sur tous les modèles à 7 milliards de paramètres, ils sont à peu près tous sur une base de Mistral, comme nous. Et il y en a beaucoup, ce qu'ils font, c'est qu'ils utilisent un super dataset et ils font du fine-tuning dessus. OpenChat est un exemple qui fait ça. Et ça permet d'améliorer le modèle de base et le rendre très, très performant.
Et là-dessus, il y a eu pas mal de travaux qui ont été faits pour montrer comment bâtir de bons datasets. On va peut-être en parler après. Pour l'instant, on va skip le dataset et on va se focus sur la partie fine-tuning. Et donc pour faire ça, c'est assez simple. Je vais partager le notebook dans le chat. Comme ça, tout le monde peut suivre. Vous n'avez pas besoin d'un gros GPU normalement pour le faire tourner. Un T4, c'est gratuit et ça peut fonctionner avec. Moi, j'utilise un V100 parce que c'est un peu plus rapide. Mais sinon, voilà, un T4, c'est pas mal aussi. La première chose qu'on fait, c'est installer toutes les librairies. Donc Transformers, Datasets, Accelerate, PEFT, TRL, tout ça c'est du Hugging Face. On a Bits and Bytes. Bits and Bytes, ça va être important pour la partie quantisation, on va en reparler. Et enfin, on a Weights and Biases, qui est vraiment sympa pour tout ce qui est traquer les expériences et avoir des jolies visualisations de ce qui se passe. Donc là, on commence par charger notre token Hugging Face, rien de très particulier. C'est dans la table secrète de Collab si vous voulez le faire par vous-même. Ensuite, on va charger toutes nos librairies, voilà. Et maintenant, on va parler de ce qu'est le fine-tuning, des différentes façons de le faire. Alors ici, on a une petite figure qui montre 3 façons différentes de le faire. Il y a le full fine-tuning, il y a ce qui s'appelle LoRa et enfin QLoRa. Full fine-tuning, c'est l'idée de dire, bah voilà, on va prendre le modèle et on va le réentraîner complètement sur le nouveau corpus de données. C'est voilà, très basique, rien de particulier, c'est l'idée l'approche la plus naïve possible. Et c'est quelque chose qui fonctionne bien. Il n'y a aucun problème avec ça. Le truc, c'est que réentraîner 100% des paramètres du modèle, c'est très coûteux. Et ça, on ne va pas pouvoir le faire tourner sur un petit GPU comme ça. Il va falloir un cluster de GPU pour le faire tourner. C'est pourquoi ce qu'on préfère utiliser dans la communauté open source, voilà, c'est des choses plus comme LoRa et QLoRa. LoRa, l'idée, c'est de dire, au lieu de tout réentraîner, je vais faire une approximation de certains layers de mon modèle. Et ces approximations, ça va être voilà, des matrices avec des rangs qui sont bas, donc des petites matrices qui vont approximer des plus grosses matrices. Et c'est ça qu'on va entraîner. Et au lieu d'entraîner tout le modèle, on va réentraîner 1% de tous les paramètres. Donc là, voilà, on a divisé le coût du réentraînement par 100. Donc c'est beaucoup plus efficace et les performances sont très très proches de ce qu'on peut avoir avec du full fine-tuning. Donc c'est très intéressant. Mais on peut faire encore mieux. Et encore mieux, c'est QLoRa. Et là, QLoRa, l'idée, c'est de dire, en plus d'utiliser LoRa, ce que je vais faire, c'est que je vais faire de la quantization. Donc la quantization, c'est l'idée de dire qu'on va diminuer la précision des paramètres. De base, chaque paramètre, chaque poids, chaque biais dans le réseau, ça va être encodé, ça va être stocké en 16 bits. Ça peut être aussi en 32 bits, mais la plupart du temps, ça utilise 16 bits. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, OK, c'est trop gros, donc on va essayer d'approximer ces paramètres en utilisant seulement 4 bits. Et on a maintenant des techniques pour faire ça qui sont très efficaces et qui permettent d'avoir une approximation qui est très très proche du résultat original. Et c'est donc ça qu'on va utiliser dans le QLoRa. Donc cette fois, au lieu de charger le modèle en 16 bits, on le charge en 4 bits, mais on fait toujours du LoRa en 16 bits. Voilà. Voilà, c'est l'idée générale qu'il faut avoir. Donc, on combine 2 techniques, LoRa plus quantization, et c'est ce qui permet de faire tourner ça sur un petit GPU gratuit sur Colab. Donc, c'est très intéressant comme technique. Voilà, il y a pas mal de ressources si vous voulez en apprendre plus. Je vais pas trop en parler. Et pour l'aspect qualitatif, QLoRa, c'est pareil, c'est quand même très proche du résultat qu'on peut avoir du full fine-tuning. On va perdre peut-être 1 ou 2% de précision par rapport au full fine-tuning, mais franchement, c'est pas très clair parce que c'est devenu vraiment efficace dans les 6 derniers mois. Donc maintenant, on peut charger notre modèle.
Donc on a 7 milliards de paramètres, on peut utiliser un T4. Alors là je précise IRAM, pas sûr, parfois ça marche pas. Je pense que ça dépend de votre instance, malheureusement, c'est pas très c'est pas très clair comme histoire. Donc ici vous voyez un petit calcul pour montrer, en gros voilà, on a 7 milliards de paramètres et si on utilise 2 bytes par paramètre, et ben on arrive à ça. Et voilà, donc on va utiliser Cullora ici. Donc on va charger le modèle de base. Ici, on va donner un nom au nouveau modèle qu'on va utiliser. D'ailleurs, ce n'est pas Mistral, c'est Mistral 7B Mini Platypus. Donc ça, c'est le nom qu'on va donner à notre modèle, parce que pourquoi pas. On va utiliser un dataset qui s'appelle Mini Platypus. J'ai un autre notebook qu'on va voir après pour pouvoir le créer, mais pour l'instant, on va se concentrer sur le fine-tuning. Par contre, ça peut être intéressant de voir à quoi il ressemble ce dataset. Est-ce que je l'ai quelque part? Oui. Donc voilà, ce dataset, c'est des instructions et des outputs. Donc dans les instructions, on a voilà, des gens qui demandent, un peu comme ici ChatGPT, donne-moi une histoire qui respecte voilà, ça, je veux une histoire médiévale fantastique, blablabla, ou science-fiction. Et là, le modèle, c'est la réponse qu'on attend. Donc, on attend qu'ils nous disent, voilà, le nom de la planète, blablabla, ça fait tout ça. On peut aussi avoir des choses plus liées aux mathématiques. Donc là, une instruction, ça va être quelque chose de vraiment sur les maths. Et on veut avoir visiblement du LaTeX et voilà, une réponse à cette instruction. Donc ça, on le fait avec énormément d'instructions, mais aussi c'est un petit dataset, hein. On n'a pas tant d'instructions que ça, mais c'est l'idée derrière. À chaque fois, on demande au modèle, on va lui donner cette instruction et on va l'évaluer, on va l'entraîner à produire l'output qui est attendu. Donc, on a notre dataset. On veut notre tokenizer. Le tokenizer, c'est ce qui permet de transformer les mots ici en quelque chose qui est compréhensible par le modèle. Donc, on va utiliser le tokenizer du modèle de base. Il y a une petite subtilité avec les modèles comme Mistral et Llama 2 sur le tokenizer. Je ne vais pas trop entrer dans les détails. Il y a un article qui est donné ici si vous voulez en savoir plus. L'idée, c'est de dire que il manque un token de padding et voilà, on va le rajouter en sélectionnant un token approprié. Et maintenant, on peut s'occuper de la configuration de notre entraînement. Donc ici, vous voyez qu'il y a 3 étapes. La première étape, elle correspond à la quantization. Donc c'est, on va dire qu'on veut charger le modèle en utilisant que 4 bits. Et voilà, donc on dit OK, égale true. Il y a plusieurs façons de faire. On utilise un format qui s'appelle NF4. Voilà, c'est le plus performant. Pour tout ce qu'on veut calculer, par contre, donc pour le LoRa, c'est du float 16. Donc là, on reste sur du 16 bits. Et enfin, on utilise la double quantization. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est écrit dans l'article LoRa. C'est l'idée de dire que même les paramètres qu'on a quantisés, on va encore les quantiser, quoi. On va faire la chose 2 fois pour encore gagner un petit peu d'espace. Pourquoi pas? C'est pas très grave. On peut mettre ça à true ou false, c'est pas très important. Maintenant, on a la configuration de la partie LoRa. Donc, on avait quantization, maintenant c'est LoRa. LoRa, il y a plusieurs paramètres qui sont importants. Le paramètre le plus important, c'est le rang. Donc, ça donne la dimension de la matrice. Plus le rang est élevé, plus on va avoir de paramètres à entraîner, mais plus l'approximation va aussi être précise. Donc ici, on a un rang de 16, ce qui fait que c'est assez petit, mais en même temps, expérimentalement, ça fonctionne bien. Au début, les gens utilisaient des rangs beaucoup plus élevés, de type 128, 256. Maintenant, j'ai l'impression qu'on converge vers des rangs plus bas parce que finalement, on ne trouve pas tant d'intérêt que ça à ça. Le alpha, ça va donner l'impact du LoRa par rapport au layer de base, puisque l'idée de LoRa, c'est de combiner les layers LoRa qu'on a pris avec les layers du base model. On va mettre un peu de dropout pour la régularisation, pas de biais. Et enfin, quelque chose qui est important, c'est target modules. Et là, les target modules, je ne vais pas trop entrer dans les détails, c'est que en fait, on va que cibler du
des éléments qui sont sur la partie feed-forward network, donc vraiment comme un multilayer perceptron. Et on va cibler tout ce qui est linéaire, tous les layers linéaires, on va les cibler. C'est quelque chose qui, expérimentalement, on a vu que ça fonctionnait vachement bien. Donc, très cool. C'est ce qui est recommandé vraiment partout. Toujours cibler tous les layers linéaires. Une fois qu'on a ça, on peut enfin charger notre modèle. Donc ici, on charge le base model. On lui donne la configuration de quantization pour dire OK, tu vas charger en utilisant que 4 bits. Et ici, on lui dit de charger sur le GPU. Je passe ça, c'est juste pour lui dire de s'entraîner. On va initialiser le modèle pour l'entraîner correctement en utilisant que 4 bits. Et maintenant, on a encore plus de configuration à faire. Il y a deux trucs de configuration. Il y a la partie training arguments ici. Donc training arguments, on a des choses très bateaux qui sont très généralistes sur tous les LLM, output directory, nombre d'époques. Ici on dit 3, donc on veut entraîner 3 fois sur le dataset. Batch size, très important. On va essayer de maximiser le batch size. Tant qu'on a de la VRAM qui reste, on va essayer de monter le batch size pour rendre ça plus efficace. Si on n'a pas assez de batch size, on n'a pas assez de VRAM, on peut faire la gradient accumulation step. Ici, ça a 1 parce que je trouve que 10, c'est suffisant. Ensuite, on a l'evaluation strategy. Voilà, c'est quelque chose qui est en step. Alors ici, j'espère que ça fonctionne. C'est une fraction et c'est pour dire que tous les 1% de l'entraînement, on va faire une évaluation. Logging step, c'est pour loguer à chaque fois. Optimiseur, learning rate, c'est aussi très important à fine-tuner. Peut-être le paramètre le plus important à fine-tuner. Scheduler type linéaire. Ici, on a deux choix, c'est soit linéaire, soit cosine. Les gens ne sont jamais d'accord dessus. Il y a pas mal de papiers qui disent linéaire, c'est mieux. J'ai décidé de respecter ça, de dire que voilà, ici, on va prendre linéaire. Warm-up steps, c'est pour le learning rate, pour le warm-up. Et on va report ça sur OneDB. Et là, pour la démo, je ne vais pas faire l'entraînement sur les 3 époques, parce que ça va prendre des heures. Je le fais que sur 2 steps. Comme ça, je peux montrer que ça fonctionne. J'ai pu essayer et voir que le code fonctionnait. Donc ça, vous pouvez l'exécuter. Je ne vais pas le faire ici, parce que comme vous pouvez le voir, ça m'a quand même pris 20 minutes tout à l'heure pour l'exécuter. Vous pouvez le faire de votre côté. Normalement, ça devrait fonctionner. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut regarder notre run. Donc le mieux, c'est de regarder la run voilà, quand elle tourne. Ici, j'ai que 2 points, donc c'est juste une droite. Mais OneDB permet de faire ça. Je vais peut-être montrer une autre run qui est plus intéressante que ça. Une run qui aurait été relativement longue. Ouais, ici on a une run de Neural Hermes, mais elle n'est pas stable, hein, donc c'est pas terrible. Si je regarde une autre, j'ai des runs de DPO, c'est pas exactement la même chose, mais pour donner un exemple, voilà ce qu'on peut avoir niveau training loss. Bon là, ça converge vraiment à 0 très rapidement. Vous ne devriez pas voir ça avec du supervised fine-tuning, mais pour donner une idée, voilà ce qu'on peut avoir comme résultat. Donc, après cette étape, voilà, c'est l'étape d'entraînement, c'est très long, mais ça permet de fine-tuner le modèle. Et j'avais un joli exemple ici, en fait. Voilà à quoi ça ressemble normalement. Et maintenant, le modèle est fine-tuné. On a réussi à l'entraîner sur notre corpus de texte. Et ce qu'on peut faire, la première chose à faire, la plus naturelle, c'est de le tester. Ici, on peut lui demander qu'est-ce qu'un large language model, par exemple. C'est une question vraiment très bateau, mais juste pour le test. Et là, il nous répond un large language model est entraîné sur un large dataset, blablabla. Ça permet au large language model de générer du texte qui est plus similaire au texte sur le dataset. La réponse n'est pas géniale, honnêtement, mais bon, au moins ça fonctionne. Et là, on utilise vraiment le modèle qu'on a entraîné. Si on veut faire quelque chose de plus sérieux, il faudrait l'entraîner pas sur 2 steps. On peut commenter ça, mais l'entraîner à la place sur les 3 époques. Et là, on devrait avoir des meilleurs résultats. Et surtout, si on utilise un dataset qui est plus grand, ça va donner encore de meilleurs résultats. J'ai oublié de mentionner la partie SFT Trainer. Donc ici, c'est vraiment un wrapper. On va donner le modèle, le dataset,
j'ai pas de dataset d'évaluation, donc je donne le même. Il faut savoir que quand on fait du supervised fine-tuning, c'est assez contre-intuitif, mais overfitter les données, c'est complètement OK, c'est même désirable. C'est-à-dire que si votre evaluation loss commence à remonter, c'est quelque chose qui est interdit normalement en machine learning, mais avec ces modèles, non, c'est documenté. Des papiers d'OpenAI d'ailleurs qui le mentionnent. Et l'idée, c'est de dire oui, très bien, ça overfit les training data, mais c'est pas un problème. Et l'intuition derrière, pour donner une intuition rapide, c'est que le modèle, en fait, il arrive bien à reproduire les données d'entraînement, mais il devient vraiment très bon à ça. Et du coup, en fait, il donne des réponses sur le dataset d'évaluation qui sont correctes, mais elles sont pas exactement celles qui sont attendues. Si on reprend les outputs ici, mon modèle, il va peut-être me donner une autre histoire, et l'histoire, elle est complètement correcte, mais c'est juste beaucoup plus éloigné que ce que mon output original me donnait. Et voilà, donc la loss commence à monter, mais en fait, c'est complètement OK. Voilà, je voulais juste mentionner ça parce que c'est un aspect qui est assez contre-intuitif et avec le supervised fine-tuning des LLM, mais bon à savoir parce que ça peut choquer. Ici, j'utilise une séquence de taille maximale de 512 tokens. C'est relativement petit. On aimerait plutôt sur du Mistral avoir du 8000 tokens. C'est la taille du contexte maximal sur lequel Mistral a été entraîné. Mais comme vous le savez, le mécanisme d'attention, il a une complexité qui est quadratique. Et du coup, plus on rajoute de tokens en entrée, plus ça coûte cher à faire tourner, plus ça va prendre d'espace dans la VRAM, enfin dans le GPU. Donc ici, je me suis contenté de 512. C'est assez relativement petit, mais au moins tout tient bien et ça tourne bien. Mais on peut complètement jouer avec ce paramètre. Et si vous avez de plus gros GPU ou si vous pouvez entraîner sur plusieurs GPU, on peut tout à fait se permettre de faire 1000, 2000, 4000, voire 8000. Et donc ensuite, la dernière étape, quand on est arrivé à là, alors ici c'est un peu moche, mais c'est à cause de Google Colab, il faut faire ça. Là, je flush toute la VRAM, je mets le GPU, je vide tout ce qu'il y a dessus, et je vais recharger mon modèle. Et après l'avoir rechargé, je vais fusionner l'adapteur LoRa, QLoRa qu'on a utilisé. Je vais le fusionner avec le modèle de base. Et comme ça, on a un modèle fusionné avec le base model, l'adapteur qu'on a entraîné, et on peut le push sur Hugging Face. Et une fois que c'est push sur Hugging Face, oui, tout à fait, on peut le faire sur MLflow, il n'y a pas du tout de problème, c'est compatible. Une fois que c'est push sur Hugging Face, ensuite vous pouvez le voir dans vos modèles. Bon, ici, c'en est complètement un autre, mais il apparaîtra ici et vous pourrez ensuite le télécharger et faire tout ce que vous voulez avec. Donc voilà, ça c'est pour la partie fine-tuning. C'est un overview, vous pouvez utiliser ce code. Dites-moi s'il y a un problème, si j'ai réussi à le casser quelque part, j'essaierai de le fixer. Et ensuite, on peut aller plus loin à partir de ça. Quelques trucs que je vais mentionner. Mais peut-être que déjà, on peut s'arrêter là et faire une petite pause et peut-être prendre des questions, Jackie. Je ne sais pas comment tu veux organiser ça. Oui. Moi, j'ai déjà une première question. Pourquoi, entre Llama 2 et Mistral, est-ce que tu vois des différences en termes de performance? Ouais. La Mistral est meilleure que Llama 2 et elle est clairement meilleure. Il a été entraîné sur plus de tokens. L'architecture a un peu changé, mais pas beaucoup. Et je pense qu'il a été entraîné sur des données de meilleure qualité. Il faut savoir que l'équipe Mistral, c'est les gens qui ont fait Llama 2. Donc, voilà, ils savaient ce qu'ils faisaient. Clairement, ils avaient un avantage là-dessus. D'accord. Il y a Niels qui a une question, je pense. Ouais, du coup, quand tu fais ton fine-tuning, c'est quoi la tâche exactement? Parce que sur ton pré-training, si j'ai bien compris, tu masques les tokens et tu essayes de prédire les tokens masqués.
Mais en fine-tuning, tu fais quoi exactement? C'est tu prédis la séquence et tu compares un à un avec une MSI Loss ou un truc comme ça? Ouais, tout à fait, c'est l'idée. On va utiliser de la cross-entropie. Alors, pardon, est-ce que tu peux… Oui, merci. On va utiliser la cross-entropie loss parce que c'est plutôt une tâche de classification, mais tout à fait, en fait, c'est à peu près le même objectif, sauf que cette fois, on va le faire sur des outputs, et donc sur des paires instruction output et plus sur juste du texte à compléter comme on peut l'avoir sur, je sais pas, une page Wikipédia, quoi. Moi, j'ai une autre question concernant le dataset. Est-ce que on peut utiliser des datasets générés de façon artificielle, par exemple avec ChatGPT? Ouais, tout à fait. C'est même une façon qui est très très qualitative de créer un dataset. Ça a été utilisé par pas mal de gens. Je crois que je le mentionne même dans l'introduction. Orca, par exemple, c'est un papier de Microsoft qui s'est amusé à faire générer du texte à GPT-4. Et donc, on voit ici le type d'instruction qu'ils ont demandé et on voit l'output. Et donc, ils ont repris la partie de gauche et la partie de droite et ils en ont fait un dataset. Ils ont fait ça avec énormément d'échantillons. Et à la fin, ils ont montré que voilà, utiliser ce dataset pour faire du fine-tuning était très très efficace. Et il y a plein de gens qui ont fait la même chose. Lima, par exemple, pareil, un autre papier qui a fait ça. Et, enfin, je crois que c'est ça, je suis plus tout à fait sûr pour Lima, à vrai dire. Non, ils ont collecté sur d'autres choses. Bon, alors, autant pour moi, Lima n'a pas fait ça, mais Phi1, Phi 1.5 et Phi 2, c'est exactement ça. Ils ont aussi utilisé GPT-4 pour faire leur dataset. Et là, ils ont pré-entraîné un modèle sur le dataset qui a été créé avec GPT-4. Et Phi2 est actuellement le meilleur modèle dans sa catégorie avec 2,8 milliards de paramètres. Il est très très fort, c'est un très très bon modèle dans cette catégorie. D'accord. Michel, oui, bonjour, merci pour cette présentation. Juste une question côté infrastructure, est-ce qu'il y a un environnement particulier que tu conseillerais pour pouvoir faire du fine-tuning de manière secure et confortable? Ouais, c'est une très bonne question. Je pense que ça dépend vraiment de l'infrastructure sur laquelle tu es actuellement. C'est du AWS, tu peux faire sur AWS, Vertex AI de Google. Vertex AI de Google, c'est bien. Azure, c'est OK. Moi, ce que je peux recommander, si on veut faire du fine-tuning plus at scale, de manière plus sérieuse que faire comme ici sur un Colab Notebook. Colab, c'est très bien, hein, il n'y a pas de problème. Mais il y a un outil qui a été fait par la communauté open source qui s'appelle Axolotl. Et Axolotl, c'est une façon vraiment très bien faite de faire du fine-tuning. Et ici, au lieu de s'amuser à mettre les paramètres à gauche à droite, tu vois, on va avoir un template ici avec du YAML dans lequel on va mettre tous nos paramètres. Et voilà, dans cet article, je montre comment l'exécuter sur RunPod. On peut le faire sur Lambda Labs, Vast AI, Banana ou sur des clouds plus sécures comme AWS et compagnie. Mais c'est la même idée. Et voilà, si ça t'intéresse, c'est exactement faire du fine-tuning, mais cette fois avec Axolotl et sur un GPU dans le cloud au lieu de le faire sur Google Colab. C'est Youssef qui a une question aussi. Ouais. Oui, bonsoir. En fait, moi, c'est plus par rapport à éviter le cloud. J'ai vu qu'il y avait des publications là récemment par rapport à Mistral où justement on téléchargeait Mistral en local, on le fine-tunait en local en utilisant une H100 par exemple. Et une fois qu'il a été fine-tuné, alors là c'est une question, il va y avoir une question en fait. Une fois qu'il est fine-tuné, parce que là c'est bien d'utiliser Hugging Face, Colab, tout ça, mais l'intérêt c'est de récupérer le modèle pour pouvoir l'utiliser, pour pouvoir l'intégrer dans une autre architecture informatique. Et donc moi ma question c'est est-ce que le Mistral 7, pour être sûr que je ne me trompe pas, est-ce qu'on peut bien le télécharger en local, le faire tourner sur un ordinateur portable une fois qu'il est entraîné? Donc déjà ça c'est la première question.
Et l'autre question, c'est est-ce que c'est bon ou c'est pas bon ce que je viens de dire, c'est-à-dire est-ce qu'on peut bien l'entraîner avec une H7, une H100 en local? Oui, tout à fait. C'est vrai que j'ai pas évoqué ça, mais on peut le faire tourner sur un GPU. Voilà, si vous avez un GPU qui a suffisamment de place pour entraîner ça. Ici, on peut voir la RAM, le GPU que j'utilise. Là, actuellement, j'utilise 4. Il faut compter leur 14 pour faire le fine-tuning. Donc, il faut avoir GPU RAM, donc la VRAM, au moins 14 Go. Sinon, faut laisser tomber globalement. Alors là, si on a un H100 en local, c'est parfait. Il n'y a pas de problème. Tout peut tourner en local. On peut télécharger ça. Et on n'a pas du tout besoin de l'upload sur Hugging Face. On peut garder tout en local de manière privée. Voilà, moi je push mon modèle sur Hugging Face à la fin pour pouvoir être réutilisé par la communauté open source, mais on peut tout garder privé, il n'y a aucun souci. Et pour le faire tourner en local, on peut le faire tourner avec tout ce qui est Hugging Face. On peut le faire tourner si on est sur du Linux ou du macOS avec Ollama. Et si on est sinon, il y a aussi LM Studio qui est très très bien sur un autre format. Le problème, c'est qu'il va falloir convertir les modèles entraînés du format Hugging Face en gros à un format ici qui s'appelle GGUF. Et bon, c'est pas très compliqué. J'ai un outil pour le faire de manière automatique sur Colab si vous êtes intéressé. Mais sinon, l'interface utilisateur ici, elle est royale. Hein. C'est très bien fait. Là, j'ai juste une question. Si par exemple le modèle il est entraîné, on peut le récupérer. Là, il a été entraîné avec PyTorch. Est-ce qu'il est possible de le traduire en Keras TensorFlow et le faire tourner en local? C'est possible ça? En Keras TensorFlow, je n'ai jamais essayé. Je pense que c'est possible parce que le format, en fait, c'est pas du PyTorch. Le format, c'est du Safe Tensors. Et le Safe Tensors, je pense, est compatible. Voilà. Ah. Non, c'est du H5. H5, non? Non, là, c'était un autre format. Je sais pas. Je suis désolé. Là, j'ai En pas gros, parce essayé que par moi-même. l'intérêt, c'est bien, encore une fois, c'est bien d'entraîner, mais l'intérêt, c'est de l'intégrer d'intégrer le modèle dans un process industriel ou dans autre chose. Tout à fait. Le cloud, c'est cool, mais ça sert à rien. C'est-à-dire que si on peut pas l'utiliser directement sur une application, directement dans un hôpital ou ailleurs, et donc ma question, c'est, d'accord, ok, une fois qu'on l'a entraîné, comment on le récupère ce modèle et comment on l'exécute en local? Ah, mais il est en local. Hein. Je comprends pas bien la question. Hein. Voici le modèle. Ah, là, il est en local. Là, il est Bien il est sur ton ordinateur portable et tu peux le faire Non, tourner. il est sur Google Colab, mais j'ai juste à cliquer sur Download et je l'ai sur mon ordinateur. D'accord. Et donc, du coup, tu le fais tourner sur ton PC, tu Ouais, coupes ta connexion Internet, ça marche directement. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et donc, dans ce cas-là, quel est le rapport en termes de puissance entre l'entraînement et le forward, l'utilisation? Tu as besoin de quoi, en fait, pour le faire tourner? Euh, la réponse peut être assez longue, donc pour résumer, tout dépend du format que tu veux utiliser. Les gens, pour le faire tourner de manière efficace, n'utilisent pas le modèle de base. Ils le convertissent dans un format GGUF. Le format GGUF, je peux donner un article à ce sujet pour pouvoir convertir le modèle. Et donc ensuite, voilà, là tu vois mon écran, mon terminal qui fait tourner le modèle et qui est en train de faire de l'inférence. Et pour faire ça en GGUF, on n'a même pas besoin de GPU en théorie. On peut faire ça sur un CPU. Donc à partir de là, voilà, la réponse peut varier de on a besoin d'un seul CPU à on a besoin d'un cluster de GPU. Tout dépend de la manière dont tu veux load ton modèle. Et ça, c'est ce que je conseille. Il y a une question, enfin il y a plusieurs questions. Michel Lévy? Non? Pardon, oui, autant pour moi. Moi, j'avais une question beaucoup plus générale, j'allais dire. Je vais revenir un tout petit peu en arrière. L'avantage de faire du fine-tuning par rapport à dans une application au quotidien pour soit traiter des documents ou générer du contenu, par rapport à un RAG, est-ce que tu peux nous dire en 2 mots dans quel cas vaut mieux faire des embeddings et dans quel cas il vaut mieux faire du fine-tuning? Tout à fait, les 2 approches sont complémentaires. Donc le mieux, c'est probablement de faire les 2, si possible. Le RAG,
je pense que c'est plus conseillé quand il n'y a pas besoin d'avoir d'une connaissance spécifique sur un domaine. Par exemple, si on travaille sur le domaine médical, je pense que ça a du sens de faire du fine-tuning pour améliorer le modèle dans la partie compréhension du domaine médical. Donc, ça peut être médical, financier, légal, tout ce qui est un peu particulier, domaine spécifique ou task spécifique. Là, on va plutôt partir sur du fine-tuning. C'est aussi vachement bien si on veut juste améliorer les performances globales du modèle. Et sinon, si on n'a pas de contraintes particulières à ce niveau-là, le RAG va donner le plus de performance. Et si on peut faire les deux, bah voilà, on a le meilleur des deux mondes. Et dans ce cas, c'est assez optimal. J'en profite juste pour une deuxième question, si c'est possible. Est-ce que tu penses qu'il est possible d'utiliser, si on a un corpus de données non structuré, plein de documents par exemple, utiliser un RAG pour structurer la donnée, pour en faire un dataset structuré, pour ensuite fine-tuner un modèle? Je pense que ce ne sera pas un RAG dans ce cas précis, ce serait plutôt du pre-processing du dataset pour pouvoir créer un dataset de fine-tuning. Donc, je ne sais pas trop, mais pour moi, là, dans ce cas précis, si on récupère de la donnée pour faire du fine-tuning, c'est plus du RAG. Parce que le RAG, c'est juste pour l'inférence, ce ne sera pas pour la partie fine-tuning. Oui, en fait, c'est pour créer le dataset que utiliser le RAG, en fait, pour structurer le dataset correctement. Bah, si c'est des approches comme le RAG pour faire le dataset, oui, ça a beaucoup de sens pour faire un dataset de qualité, tout à fait. Ouais. Il y a une question de Botkazo. Oui, bonjour. C'est mon nom de famille, je m'appelle Ivanoé. J'ai une question par rapport à un point que j'ai pas très bien compris, c'est par rapport à l'utilité de LoRa. En fait, j'ai compris qu'on chargeait le modèle en 4 bits parce que c'était plus léger pour après l'entraîner sur Colab pour qu'il prenne moins de place en mémoire vive. Mais j'ai pas très bien compris en fait le lien entre LoRa et le modèle qui est déjà en pré-entraîné en fait. Ouais, bonsoir Ivanoé. C'est une bonne question et c'est vrai que cette représentation de Laura est pas terrible. Mais donc, l'idée de Laura, c'est de dire, voilà, j'ai mon layer ici en bleu qui a été pré-entraîné et je vais le geler, je vais le freeze, je ne vais pas le réentraîner. Et à la place, je vais ajouter 2 matrices qui vont être beaucoup plus petites, dimension R. Et ces 2 matrices, c'est celles que je vais entraîner. Du coup, ici, je sais pas, on a 1 million de paramètres. Je dis des chiffres, voilà, pour donner un ordre de grandeur, mais ce ne sont pas les bons. On a 1 million de paramètres et ici, on va en entraîner que 10 000. Du coup, l'idée de LoRa, c'est de dire, c'est une technique efficace pour entraîner moins de paramètres. Comme on entraîne moins de paramètres, on va utiliser moins de VRAM et ça va être plus rapide. Si tu es intéressé par l'implémentation de LoRa, j'ai fait aussi une toute petite implémentation d'AnneLoRa qui vraiment donne chaque étape et qui est vraiment pas très grande. Hein. C'est tout ça. Ça rentre plus dans les détails cette fois. Moi, j'ai une question complémentaire là, sur LoRa. Est-ce qu'on peut l'utiliser quel que soit l'open source avec lequel on travaille? Ouais, c'est compatible avec toutes les architectures. Globalement, réponse générale, même ce qui n'est pas LLM, c'est utilisé pour les modèles, par exemple, du type Stable Diffusion. Oui, mais il faut que ce soit une architecture à base de transformers, quoi, seulement. C'est même pas juste pour le transformer, c'est feed-forward network. Donc ça peut être utilisé même avec multilayer perceptron. En théorie, c'est possible. Après, en pratique, est-ce que c'est optimal? Non, mais Oui. en théorie, c'est possible. D'accord. Il y a une question de Fabien Ric. Oui, bonsoir. Merci Maxime pour la présentation. Moi, j'avais une question justement sur la partie quantisation. Est-ce qu'en termes de qualité, de prédiction, vraiment à l'inférence, est-ce que tu conseillerais, toi, de finalement toujours utiliser le modèle quantisé parce qu'au final, on ne perd pas grand-chose et quelque part, ça va être plus rapide, on va payer moins cher aussi en GPU, etc. Ou est-ce que c'est bien pour le faire tourner sur son poste? D'ailleurs, pour répondre à quelqu'un, c'est ce que je fais aussi. Moi, j'utilise les modèles GGEF
en local et ça marche très bien. Donc, est-ce que c'est plutôt réservé à cet usage-là ou est-ce qu'on peut même en prod, sur un environnement de prod, on peut se dire on part sur le modèle quantisé et finalement ça fait le travail. Moi, ouais, pour ce qui est de l'inférence, je pense qu'il faut vraiment utiliser les modèles quantisés, si possible, hein. Et j'irai même plus loin. Il vaut mieux utiliser un modèle plus gros et qui est vraiment très très quantisé, plutôt qu'un modèle plus petit non quantisé. Ce qui veut dire que voilà, les plus gros modèles ont toujours un avantage et la quantisation est très efficace. Et elle permet de faire, OK, les performances vont être dégradées, mais c'est quand même meilleur que les plus petits modèles. Ouais. Et je pense que je peux envoyer cet article qui est très très bon, du fameux Ubabuga, et qui compare différentes techniques de quantization en termes de performance en général, donc précision, combien je perds en termes de perplexité, et quelle vitesse ça va, etc. Et donc le gagnant ici, c'est le format EXL2, qui demande des GPU. Alors, globalement, soit on n'a pas de GPU ou alors on a des petits GPU. Si on a des GPU où on ne peut pas fit l'intégralité du modèle, il faut partir sur du Llama CPP et du GGUF. Mais si on est assez riche pour s'offrir des GPU qui peuvent avoir le modèle entier, dans ce cas-là, il faut partir sur du EX Llama V2. Grosso modo, c'est comme ça que ça fonctionne. Ok, très bien, merci. Et j'en profite juste pour répondre, juste apporter mon témoignage aussi par rapport à une autre question qu'il y avait eu sur que faire d'un dataset non structuré, est-ce qu'on peut l'utiliser pour faire du fine-tuning, etc. Ça, c'est une approche que j'ai faite aussi sur un projet, de prendre du texte vraiment au kilomètre, quoi, sans structure particulière, mais justement ce qui permet de faire du fine-tuning d'un language model ou d'un LLM ou même des modèles plus petits sur tes données. Ça marche très bien, dans mon expérience. Cool. Merci. Je crois qu'il n'y a plus de questions là. Moi, j'ai une question. Il y a là le collab que tu présentes, c'est Fine-Tune Mistral avec SFT. Et j'ai vu que sur ton blog, il y en a un, c'est avec DPO. Ouais. Tu peux expliquer la différence entre les deux? Tout à fait, on peut partir dessus, hein. Donc, est-ce que j'ai un petit schéma? Non, malheureusement. Donc, il y a la partie Supervised Fine-Tuning. Donc, la partie pré-training, j'en ai parlé. C'est énormément de données et ça coûte très cher. Ensuite, on a la partie Supervised Fine-Tuning. C'est ce qu'on a abordé ici. Ça demande des datasets qui sont de l'ordre de 1000 à 1 million d'échantillons. Et enfin, on a la partie Reinforcement Learning from Human Feedback ou Direct Preference Optimization. C'est sous le parapluie Preference Alignment. Et là, l'idée, c'est de dire, je vais changer la façon dont j'entraîne ces modèles et je vais leur donner des préférences. Et pour leur donner des préférences, je vais leur montrer pour chaque instruction, voici la réponse que j'attends et voici la réponse que je ne veux pas. Et donc, ça permet de changer le comportement du modèle. C'est très utilisé, par exemple, pour les censurer, pour être sûr qu'ils ne vont pas dire des horreurs. C'est ce qu'on utilise. C'est très efficace. Je parlais avec quelqu'un qui s'est amusé à changer le comportement du modèle Phi2. Phi2, il était entraîné, comme j'ai dit, sur des données générées par GPT-4. Et le problème, c'est qu'il est persuadé d'être entraîné par OpenAI. Et si tu demandes au modèle qui t'a entraîné, il dira oui, c'est OpenAI, je suis ChatGPT. Et du coup, cette personne a dit non, non, tu vas arrêter de dire ça. Il a créé 200 exemples de cette façon-là, avec préféré et rejeté.
Et il a réussi à arrêter de lui faire dire qu'il était entraîné par OpenAI grâce à ça. Donc c'est une technique qui est vraiment très forte et qui demande très peu d'échantillons. C'est complémentaire à Supervised Fine Tuning. Et voilà, si vous êtes intéressé, il y a aussi un autre collab avec ça. Et ça donne des performances qui sont vachement cool. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose à faire en plus du Supervised Fine Tuning qui fonctionne très bien. D'accord. Un autre point, une autre question, quelque chose que je trouve toujours un peu bizarre dans le fine-tuning, c'est les paramètres. Il y a énormément de paramètres et les valeurs de ces paramètres, on ne sait pas, il est très difficile de savoir quelle valeur il faut mettre. Et j'ai l'impression que, en regardant différents notebooks, que généralement on utilise ce que les autres ont utilisé, à peu près. Et comment on peut se retrouver là-dedans pour savoir quels paramètres sont les meilleurs, les plus adaptés à notre situation? Ouais, tout à fait. C'est pas facile de répondre parce que souvent il faut jouer un peu et expérimenter un peu. Le paramètre le plus important, c'est le learning rate. Oui. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Après, on a le scheduler, bon, je dis linéaire, cosine. Choisissez votre cheval de bataille, hein. Donc ça, c'est vraiment les paramètres les plus importants. Ensuite, le reste, c'est vachement moins important globalement. Et c'est aussi plus clair. Donc le batch size, on s'en moque. On essaie de le maximiser en gros pour que ça tienne, de maximiser l'occupation du GPU. Donc ça, c'est facile à régler. Gradient checkpointing, on va l'utiliser si jamais on a besoin, mais sinon, il n'y a pas forcément la peine si on a un batch size qui est suffisamment grand. Après, on peut définir ce qui est suffisamment grand, c'est un peu expérimental, mais globalement, ça n'a pas changé grand-chose. Donc voilà, c'est pas si compliqué que ça. Et moi, ce que j'aime faire, au lieu de partir de zéro et être devant une feuille blanche, je suis assez fan du tool Axolotl. Et dans ce tool, il y a un dossier exemple. Et voilà, il y a plein d'architectures différentes. Et si on regarde, on peut par exemple prendre Mistral ici. Et on va prendre Cullora. Et ici, on a les paramètres qui sont utilisés, qui sont un peu recommandés par ces gens-là pour faire du Mistral. Donc ici, on voit un rank de 32. Moi, j'utilisais 16 tout à l'heure. Bon, bah voilà, 32, c'est bien aussi. Dropout, on utilisait la même. Et enfin voilà, donc en effet, on va plutôt repartir d'un exemple qui a déjà été utilisé. Et après, si on veut gagner des performances, on peut essayer de tweaker un peu les paramètres. Mais pour pouvoir les tweaker, c'est plutôt le learning rate. Et pour voir ça, il faut regarder la courbe et voir, OK, est-ce que je devrais augmenter ou baisser mon learning rate? Est-ce que vraiment j'overfit à mort? Mon truc est complètement chaotique. Dans ce cas, il va falloir baisser. Ou au contraire, est-ce que j'apprends mais de manière très très lente et du coup, j'ai beaucoup encore de choses que je peux apprendre. Dans ce cas, on va augmenter le learning rate. D'accord. OK. Youssef, tu as une question? Oui, pardon. Ouais, Youssef. Petite question là, juste pour revenir. D'abord, merci à Maxime, franchement, c'est hyper intéressant. Je vais juste reposer différemment la question que j'ai posée précédemment parce que j'ai besoin de comprendre un truc. Là, actuellement, la définition de ton modèle, ça a été fait. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé de PyTorch. Là, ça a été fait avec quoi en fait? Ton modèle, tu l'as fait avec quoi en fait? Mistral, il a été fait avec quoi? Avec quoi il est défini? Je ne suis pas dans le secret de Mistral AI, donc ça va être difficile pour moi de répondre à cette question. Mais, il est open source, c'est-à-dire ce que je veux dire, c'est que comme il est open source, que tu as des couches les unes derrière les autres, il a bien fallu l'écrire d'une certaine manière. En fait, pourquoi je te pose cette question-là? Je vais venir à ma question directement. Okay. C'est pour savoir si, alors je l'ai posé différemment tout à l'heure, mais peut-être que quelqu'un dans l'assistance ou toi connaît la réponse. Est-ce qu'il y a des modèles de LLM type Mistral en Keras TensorFlow? Je suis pas sûr. Je sais que là, le back-end qu'on utilise, c'est PyTorch. Ça, c'est clair. Après, je sais que Hugging Face a une compatibilité TensorFlow Keras. Je ne sais pas si c'est encore d'actualité. Je ne sais pas à quel point ça fonctionne et si on peut tout faire avec un back-end TensorFlow Keras. Mais ici, c'est du PyTorch. Est-ce que Mistral a utilisé PyTorch pour entraîner le modèle?
Probablement. Je les vois pas trop utiliser du JAX, quoi, mais je suis pas sûr. Ouais, je me permets juste de, oui, c'est Fabien, je me permets juste de rebondir. Donc, oui, en fait, la plupart des modèles, effectivement, donc, comme disait Maxime, la plupart des modèles Hugging Face sont compatibles avec TensorFlow. Généralement, dans les fichiers du modèle, tu vas avoir une version TensorFlow, enfin, pour regarder. Et il y a possibilité aussi de les convertir. Ils ont un outil pour convertir. Mais effectivement, pour Mistral, je ne sais pas si c'est le cas. Donc, tu peux convertir en H5, en format H5? En fait, c'était ça ma question de fond. En fait, tu peux charger un modèle. Tu peux, avec GinFace, tu peux charger le modèle, mettons avec PyTorch, et puis enregistrer, enfin le convertir en TensorFlow, si c'est un des modèles supportés par GinFace. Donc ça, après, il faut regarder un petit peu plus en détail dans la doc. Ok, ben, merci. Et Mistral, je rejoins Maxime, je ne sais pas effectivement si c'est dispo en TensorFlow. Et juste une toute dernière question, la taille d'un modèle comme celui-là, par exemple, c'est-à-dire, OK, on sait combien ça prend en RAM, mais la taille du modèle en fichier, ça représente à peu près combien un Mistral 7B? Ouais, bah, on peut checker. J'ai téléchargé ici et c'était 2 fichiers, donc ça fait voilà, 15 gigaoctets. Ah ouais, quand même. OK. C'est des large language models. Hein. Oui, non, mais c'est juste pour un YOLO, par exemple, c'est entre 50 et 200 mégas. Donc, c'est juste pour faire une. Tout à fait. Encore là, Ah c'est non, un je des crois qu'il y a même petits. un. Si on regarde des modèles comme Bloom, là je ne sais plus combien il est. Alors, mais, Bloom, c'est 150, il faut multiplier là. ça fait pas mal. Hein. Ça fait pas mal. Bloom, il faut multiplier par 20, je crois, pour avoir la taille. Tout à fait. Il n'y a plus de questions. Maxime, tu avais d'autres choses à présenter à la suite du notebook? Alors, je ne sais pas si c'est super intéressant, mais je peux envoyer le lien du Colab Notebook pour créer le dataset qui est utilisé pour faire le fine-tuning. Ouais. Bah ici, j'avais la partie voilà, un peu schématique avec le pré-entraînement et le fine-tuning. Ici, voilà, j'utilise le dataset qui s'appelle OpenPlatypus et ce qu'on fait, c'est vraiment très basique, c'est on va filtrer les datasets pour essayer de garder que les échantillons qui sont de la meilleure qualité possible. Ce dataset lui-même, il était fait avec différents datasets combinés. Et ce qu'on fait ici, c'est que on va regarder la distribution du nombre de tokens, voilà, pour essayer de garder ceux qui sont les plus intéressants. On va virer tous ceux qui sont trop grands parce qu'on ne veut pas entraîner sur des contextes Windows trop grands. On va faire de la near deduplication, donc tous les échantillons qui sont trop proches les uns des autres, on va les virer. Je fais ça de manière un peu, voilà, pas naïve, mais bon, c'est pas exact, mais c'est good enough. En utilisant un petit vector database face. Et enfin, on fait du top case sampling. Voilà, on va essayer de récupérer un certain nombre d'éléments. Et je me suis amusé aussi à parler un peu des chat templates, donc comment on interagit avec le modèle. Donc là, il y en a plusieurs qui sont disponibles. Ici, j'utilise celui qui s'appelle Alpaca. Oui, voilà. Mais celui qui s'appelle Alpaca. Celui qui est le plus populaire maintenant, c'est ChatML, qui ressemble pas à ça. Il y en a encore un autre. Bon, oui. Si, c'est bien celui-là, pardon. Donc celui-là, c'est le ChatML. Et voilà, moi, c'est celui que j'utilise maintenant. Si j'en ai un conseillé, c'est le ChatML, mais ils fonctionnent tous et les modèles tendent à être assez compatibles les uns avec les autres. Voilà tout ce que j'avais à dire sur la partie dataset creation. D'accord. Donc, moi, j'aimerais bien, pour terminer la présentation, poser une question d'ordre général. Supposons que je veuille faire un large language model pour le droit du travail, par exemple, spécialisé dans le droit du travail. Comment je crée mon dataset? Ouais, c'est une très bonne question parce que là, voilà, il y a deux façons de faire. Donc, soit on prend le dataset et ça va juste être du texte, soit on fait des paires de questions et de réponses, d'instructions et de réponses. Là, ça va être instruction dataset. C'est pas
quelque chose que je couvre dans ce notebook malheureusement. Mais une façon de faire qui est un peu naïve, c'est de donner des morceaux de texte, des paragraphes à GPT-4 et lui demander de créer des questions et des réponses à partir de ça pour faire une sorte de quiz et entraîner un modèle sur cet output. C'est une façon de faire, il y en a pas mal d'autres. Il y a quelques projets open source qui sont un peu dédiés à ça. Je trouve qu'actuellement, c'est assez décevant. Il n'y a pas de projet open source que je peux vraiment recommander. Ça a l'air d'être vraiment des scripts qui sont faits à gauche et à droite. Si quelqu'un a un lien dans le chat d'un projet qui permet de faire ça de manière efficace, je le prends avec plaisir parce que c'est aussi quelque chose que je cherche de mon côté. Ah, d'accord. Est-ce qu'il y a Fabien qui a une question? Ouais, non, je voulais juste réagir, ouais, parce que pareil, je me posais la question, en fait, moi j'ai pas mal utilisé les textes corpus, voilà, donc texte libre, quoi, on va dire. Mais ouais, la partie instruction dataset, c'est aussi quelque chose qui m'intéresse. Et je me demandais, ouais, utiliser un modèle type question answering, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait aider, donc, enfin, un modèle qui a déjà été entraîné, en fait, sur justement, à retrouver du texte dans un contenu. Toi, Maxime, est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà utilisé pour générer ce genre de dataset? Non, je crois que la plupart du temps, les gens essaient d'utiliser des gros modèles, mais je pense que ça peut être aussi une bonne approche d'utiliser des modèles plus petits et plus fine-tunés pour faire ce genre de tâches. Je pense qu'il y a clairement quelque chose à faire de ce côté-là. Il y a un modèle récent qui s'appelle PER, oui, on va essayer de le retrouver, PER-RM, et qui permet de faire du re-ranking des réponses. Je suis désolé, je vais pas y arriver. Qui va faire du re-ranking des réponses. Et ça, c'est quelque chose qui peut être utilisé voilà, pour ce genre de travail. Quelque chose à explorer. Et je voulais aussi dire que Axolotl, par exemple, vous n'avez pas besoin d'utiliser de l'instruction dataset. Vous pouvez juste faire de la complétion et donner du texte brut. Est-ce que ça marche bien? Ouais, mais j'ai peu d'expérience avec ça. Le mieux, c'est quand même d'un instruction dataset. Et si vous ne voulez pas vous embêter à faire un instruction dataset ou si vous ne pouvez pas, tout simplement, ça peut être une solution. Voilà, de juste faire la tâche de pré-entraînement et prédire le next token. Ça peut améliorer la compréhension que le modèle a de ce domaine. Il y a pas mal de papiers, je sais, dans le domaine médical qui s'amusent à faire les deux. Ils repré-entraînent le modèle en utilisant ça sur beaucoup de textes médicaux. Et ensuite, ils vont faire du supervised fine-tuning avec un instruction dataset. Donc, les deux approches peuvent être complémentaires. Voilà ce que je voulais dire là-dessus. D'accord. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Bon. Maxime, merci beaucoup parce que c'était vraiment passionnant. Ce que je vais faire, c'est que tous les liens, toutes les recommandations que tu as mises dans le chat, je les mettrai dans un document pour que tout le monde puisse facilement accéder à ces informations-là. Pour moi, c'est quelque chose de passionnant. Tu es vraiment l'expert du sujet. Merci beaucoup. Si vous êtes intéressé, c'est l'instant promotion. Je me permets à la fin, mais j'ai aussi fait un livre sur les Graph Neural Networks, qui sont une architecture qui est assez proche des Transformers. Si tu me permets, je mets le lien du GitHub qui contient tout le code gratos sur le chat. D'ailleurs, ce serait bien que tu nous fasses une présentation. Avec plaisir, la prochaine fois. Et donc, ouais, voilà, tout le code est accessible si vous êtes intéressé par les Graph Neural Networks. Et il y a pas mal de liens et c'est, je trouve, une bonne porte d'entrée aussi pour comprendre les Large Language Models. Voilà, aussi une recommandation avant de partir. D'accord.
Bien, écoutez, merci beaucoup. À bientôt pour le prochain meet-up. Merci de m'avoir invité. Merci pour votre attention tout le monde et à bientôt. Au À revoir. bientôt.